Bonjour à tous, nous revoici pour une nouvelle session de distanciel et donc quelques cours en vidéo. On est parti ici donc sur deux vidéos qui vont traiter donc de notre chapitre sur la France et les systèmes productifs entre valorisation locale et intégration européenne et mondiale. Nous avions déjà vu l'introduction ensemble, on avait passé un petit peu de temps pour bien présenter le sujet. C'est un sujet justement, un chapitre sur lequel on ne va pas durer non plus extrêmement longtemps puisqu'on a déjà abordé les principaux thèmes de tout ça en voyant tout ceci à l'échelle mondiale. Et donc nous étions rentrés donc dans notre première partie, les mutations de systèmes productifs très divers, et notamment on avait commencé avec les hautes technologies transforment le système productif industriel, et pour tout cela, nous étions en train de voir une étude de cas sur Paris-Saclay, un espace productif du futur, point d'interrogation. Nous avions déjà commencé. Donc ici, je reprends rapidement la correction, d'accord? L'objectif de cette vidéo ici donc sera d'en faire la correction est d'élargir, de faire en fait tout ce grand A, ce sera la première vidéo, et puis on fera une deuxième vidéo avec un grand B et un grand C, sur lesquels on ira très très vite. Et donc ensuite, bah voilà, on se reverra en présentiel pour remettre les choses en place, et aussi bien sûr pour avancer, essayer de boucler ce chapitre assez vite. Donc, ça on l'avait déjà vu, donc je passe très 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 vite. Quelles activités abrite EDF Lab, dans quel environnement se situe-t-il? Donc c'était à partir de là, voilà, donc on est sur le plateau de Saclay, en Île-de-France, et donc au milieu des champs, ont poussé ces dernières années des immeubles, des bureaux ultra-modernes, dont notamment ce EDF Lab. Donc cet EDF Lab, c'est donc une succursale, en fait, une partie de EDF, hein, je pense que tout le monde connaît EDF ici. Et donc voilà, pardon, excusez-moi, je me perds. Et donc ils ont installé ça, ils ont installé ces bureaux, et ici tout simplement on est sur EDF Lab, un espace de recherche et développement. On y trouve des bureaux, des labos, un campus universitaire. Quel est l'objectif de tout ceci? Eh ben, tout simplement être un centre de recherche sur les énergies de demain. Et enfin, donc, comme je viens de le dire, on est sur le plateau de Saclay, un technopôle, comme on va le voir dans la question suivante. Donc, au milieu de ce technopôle, il y a EDF, mais aussi énormément d'autres entreprises qui sont venues s'installer ici. Donc, on est bien sur un espace, sur un système productif industriel, hein. On est sur de la production d'énergie via EDF. Mais en France aujourd'hui, EDF, d'accord, c'est aussi et surtout de la recherche et développement. On travaille sur les alternatives au nucléaire, au charbon, ce qu'on utilise aujourd'hui pour arriver sur des choses un peu plus durables. Et c'est ici, sur le plateau de Saclay, que ça se décide. Donc deuxième question maintenant, localiser le plateau de Saclay, relever les activités présentes. Ça aussi, de mémoire, on l'avait fait. Donc ici, on avait cette carte pour s'appuyer, tout simplement. Donc, comme on l'a déjà dit, on est en Île-de-France, on est au sud de Paris, au sud-ouest même, à quelques kilomètres de Paris. Et donc ici, au niveau des activités présentes, eh ben, ce qu'on va constater, c'est que c'est donc un technopôle. Et c'est quoi en fait un technopôle? Ben, c'est là où vont se concentrer des industries et des entreprises spécialisées dans les hautes technologies, soutenues par tout un système d'universités, de grandes écoles, qui vont former les personnes justement qui vont travailler dans ce technopôle. Donc ici, comme je l'ai déjà dit au niveau de la correction, voilà ce que ça donne. Le plateau de Saclay, c'est situé en Île-de-France, à une dizaine de kilomètres au sud de Paris. On y trouve de grandes écoles et universités, ainsi que, oui, les centres de recherche et développement de grandes entreprises. C'est ici, en fait, Paris-Saclay, c'est ce qu'on va appeler un pôle d'innovation, d'accord? Et c'est ça la grande nouveauté, c'est pour ça qu'on va parler d'espace productif du futur, parce qu'en fait, l'avenir de la France, au niveau de son industrie, on va en reparler après, se situe bien sûr dans l'innovation, et non plus dans la simple production qu'on a pu aborder, par exemple, ensemble dans le chapitre d'histoire sur la révolution industrielle. Donc maintenant, là, on va arriver sur une définition d'un mot important. En fait, la réponse était assez simple, la question était simple. En quoi Paris-Saclay est-il un cluster? Pour ça, vous aviez un document. Ce document, c'était celui-là, d'accord? Et en fait, finalement, il nous expliquait ce qu'était un cluster, donc le volet scientifique, un volet économique, un volet aménagement du territoire. En gros, on est en train de nous dire que dans un même endroit, on va retrouver différentes entreprises de différents domaines,
mais qui vont toujours être autour du même sujet, d'une même thématique, autour de la recherche dans certains domaines, etc., et qui vont être amenés à travailler ensemble, tout simplement, pour être plus efficaces, pour mutualiser les besoins, etc. Donc en fait, si je reprends la définition d'un cluster, d'accord, alors voilà, en plus cluster en ce moment c'est très à la mode avec le Covid-19. Là, on est sur un cluster au sens géographique du terme. Et donc le cluster géographique, qu'est-ce que c'est? C'est donc un réseau d'entreprises proches géographiquement, liées par des activités industrielles communes. Donc, ici, si je reprends, vous voyez, sur cette carte issue de votre document, de votre manuel, toujours, eh ben, on a deux pôles. On a le pôle des mobilités du futur et on a le pôle campus urbain, par exemple. Si je m'intéresse au pôle mobilité du futur, on va voir Bouygues, Thales, Renault qui se sont regroupés au même endroit, à côté d'une université, à côté, bien sûr, des grandes écoles, etc. L'objectif de tout ça, en fait, bah, ça va être de créer une forme d'émulation à travailler au même endroit, on va pouvoir mutualiser certaines choses, bénéficier des mêmes moyens de recherche, etc. En fait, des bénéfices de la proximité des écoles, etc. Et donc, en fait, ça va tirer normalement tout le monde vers le haut. C'est ici donc la création, ce que je vous explique dans la deuxième partie de cette réponse, la création de différents pôles spécialisés entraîne une émulation. C'est le principe même du cluster. Je passe à la page suivante. On va rentrer un peu plus dans mais qu'est-ce qu'on trouve exactement à Paris-Saclay? Donc, et en quoi c'est un nouveau système productif? Tout simplement ici, on va voir, il faut le rappeler quand même, on est sur un système productif basé sur l'innovation. Et là, vraiment, pour l'industrie en France, aujourd'hui, c'est la clé, vous devez vraiment maîtriser ça. Avec un fonctionnement en cluster. Oui, excusez-moi, en plus, je suis en train de vous dire n'importe quoi, je suis en train de faire la synthèse de ce qu'on vient de voir avant de passer à la page suivante. Vous me pardonnerez pour cette petite erreur. Donc, on fonctionne en cluster pour augmenter la productivité via l'émulation, etc. Et en fait, finalement, bah, ce système-là, le plus connu, l'exemple que tout le monde connaît normalement arrivé en première en géographie, ben, c'est le système de la Silicon Valley américaine qui est copié avec la proximité d'universités de pointe spécialisées dans les hautes technologies. Et bien sûr, bah, tous les géants du numérique qui sont venus s'y installer, qui travaillent ensemble et pareil, ça leur permet aussi de progresser, d'être à la pointe, de rester à la pointe. Donc, deuxième partie maintenant de cette étude de cas avec cette première question qui était en quoi Paris-Saclay est-il un grand pôle d'innovation? Voilà, donc maintenant on rentre en fait finalement dans les détails, on a expliqué que l'innovation c'était au cœur, maintenant qu'est-ce qui fait que c'est un centre d'innovation? Pour ça, il y avait deux documents, d'accord, le 4 et le 5 qui nous présentaient trois éléments distincts qui font de Saclay un pôle d'innovation. Donc le premier, c'est ce que j'ai souligné, j'espère que vous le voyez bien. Désolé pour la qualité. C'est donc une concentration exceptionnelle et unique en France d'universités et de grandes écoles prestigieuses, spécialisées plutôt donc dans le domaine de la recherche. Alors ici donc sont listés Polytechnique, Centrale Supélec, l'Institut de mathématiques d'Orsay, l'Institut d'optique, l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. On pourrait aussi rajouter HEC, par exemple. Et on nous apprend aussi, quelques lignes plus bas, que Normal Sup, Télécom ParisTech, Agro ParisTech, et même l'université Paris Sud pour son département biochimie, vont venir s'installer, soit ils sont déjà, soit vont bientôt venir, c'est imminent. Vous voyez donc, c'est autant de grandes écoles sur un endroit aussi concentré, bah, c'est unique. Et c'est ça qui fait que c'est un espace d'innovation. On a les grands spécialistes de la recherche qui sont formés sur cet endroit. Mais si on continue, bien sûr, ça ne suffit pas. Pourquoi ils vont à cet endroit-là? Pourquoi tout se concentre ici sur Paris-Saclay? D'une part, parce que c'est l'État qui le veut, c'est l'État qui a décidé de faire cet endroit-là, cette fameuse Silicon Valley à la française, mais aussi parce que, et les deux sont liés, hein, on va aussi retrouver donc énormément d'entreprises qui vont venir y installer leur pôle de recherche et développement. On a bien sûr déjà parlé de DF Lab, on va avoir par exemple Safran aussi, mais où bientôt on va avoir Total, Servier dans la santé qui vont venir, alors Total dans le pétrole, enfin dans
dans les matières premières et plutôt hydrocarbures, et donc aussi Servier dans le domaine de la santé. Mais ce qu'on remarque aussi, je vous ai pas tout cité, dans ce qui est souligné, on a aussi Oriba, on a aussi Nokia, ce qui veut dire qu'on a des firmes transnationales étrangères qui viennent ici rechercher la main-d'œuvre française tout simplement, qui est compétente dans ce domaine et donc qui viennent s'installer ici parce qu'ils trouvent tout ce dont ils ont besoin en termes de recherche et développement pour leurs entreprises. Donc, tout ça fait que on a les fonctions d'innovation, de recherche des entreprises, on a les universités, les grandes écoles qui forment ces gens qui vont travailler dans la recherche et développement. Résultat, dernier point qui font qu'ici on est sur un pôle d'innovation, eh bien ça concentre quand même, et c'est énorme, juste cet endroit, 15% de la recherche française, et on nous explique même qu'on devrait atteindre 20%. Donc on résume, en quoi Paris-Saclay est un grand pôle d'innovation? Paris-Saclay est une concentration unique en France de grandes écoles d'universités. De nombreuses FTN françaises et internationales, j'insiste bien sur le côté international, viennent y établir leur centre de recherche et développement. Et enfin, donc le chiffre qu'il faut retenir ici, 15% de la recherche française y sont investis. Et surtout, pareil, je ne l'ai pas évoqué, c'était le document 4, hein, des innovations qui viennent de Paris-Saclay, qui sont reconnues dans le monde entier. Donc il y a un vrai savoir-faire reconnu, on sait qu'on forme, qu'on fait de la qualité à Paris-Saclay. C'est notamment le cas avec tout ce qui est optique. J'avance encore maintenant, donc il faut relever les filières industrielles présentes à Paris-Saclay. Alors ici, on va aller très très vite pour répondre à cette question, puisqu'en fait la réponse était entièrement dans ce document qui vous était proposé, et il suffit juste de recopier ce qui était écrit. Donc on aura les technologies de l'information et de la communication, la santé, mobilité du futur, l'aérospatiale défense sécurité, et gestion intelligente de l'énergie. Ce qu'on va retenir là-dedans, c'est que les domaines sont quand même très variés, mais une nouvelle fois, sont spécialisés quand même dans les filières à haute, voire très haute valeur ajoutée. C'est là où la France va faire la différence. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'industrie française n'est plus capable d'être compétitive dans tout ce qui va être à faible valeur ajoutée dans une économie mondialisée. La France doit faire valoir son côté d'innovation, sa capacité à créer des nouvelles choses, à créer de nouveaux objets, une nouvelle demande ou à moderniser la production actuelle. Et c'est dans ces domaines-là, forcément, dans ces domaines où il y a le plus de marge, qu'elle s'est spécialisée et que le plateau de Saclay, dans lequel le plateau de Saclay finalement excelle. Donc voilà, je vous laisse tout simplement, si vous voulez, refaire une pause et vous n'avez qu'à noter tout ça, d'accord? Mais ce sont des domaines qui sont porteurs. Ça, c'est tout ce qu'on peut dire. Alors, maintenant on en arrive à la dernière question. Pourquoi faut-il intégrer Paris-Saclay au Grand Paris? Alors ici, on change un petit peu d'aspect. Ça va être une question qu'on pourra mettre plutôt en relation avec ce qu'on verra en fin de chapitre, sur notamment l'importance des métropoles, hein, bien sûr, dans les espaces productifs français. Mais donc, on va pouvoir y aborder ici, grâce à l'étude de cas, l'aborder pour une première fois. Alors, ici, la réponse, vous allez voir, elle était assez simple. Tout simplement, les deux ont eu à y gagner. Paris a gagné et Paris-Saclay également ont quelque chose à gagner l'un avec l'autre en se mettant en relation. Et donc voilà pourquoi, quand on regarde cette carte-là, on s'aperçoit que justement l'Île-de-France et la région enfin, et le Grand Paris, en fait, finalement, cette sorte de super métropole du Grand Paris, investissent énormément d'argent pour relier Paris et le plateau de Saclay, avec notamment, ici vous le voyez, la construction qui arrivera à la fin de la décennie de la ligne 18 du métro. D'accord. Et vous voyez, donc on va relier l'aéroport d'Orly, qui lui-même sera relié directement au centre de Paris. Et puis aussi, on va surtout relier au nord, on aura aussi le quartier de la Défense qui sera relié directement au plateau de Saclay. Donc là, on aura le siège de toutes nos entreprises. Bref, on va se retrouver avec un plateau de Saclay qui aujourd'hui est certes très proche de Paris, mais finalement encore aujourd'hui pas si bien relié que ça. Et donc, ça peut poser pas mal de problèmes. Donc, pourquoi faire ça? Pourquoi investir tant? Parce que les deux ont à y gagner. Je déteste cette expression-là, mais à un moment là, il faut bien admettre que c'est vrai. Le relier les deux, ça va être on va être sur un effet gagnant-gagnant. Qui a y gagné? D'abord, Paris.
d'accord? La ville de Paris, pourquoi elle veut se relier avec ce technopôle? Bah, tout simplement parce que le technopôle de Paris-Saclay est déjà connu mondialement, notamment on en a parlé avec l'optique. Donc finalement, pour des entreprises qui voudraient venir s'implanter dans le domaine de l'innovation, qui recherchent de l'innovation, etc., eh bien, s'installer à Paris devient un atout parce qu'on a Paris-Saclay qui est juste à côté. Inversement, Paris-Saclay a tout à gagner à se rapprocher, à s'associer avec le Grand Paris, puisque Paris, c'est une ville globale, je le mets, c'est une marque en fait, finalement. On l'a vu, c'est une ville parfaitement intégrée à la mondialisation, par ses réseaux de transport, par sa capacité à capter les flux matériels et immatériels, etc. Et donc bah forcément, pour Paris-Saclay, eh bien pareil, c'est un gain. C'est-à-dire, bah voilà, c'est être relié, être connecté très facilement avec le reste du monde. Donc voilà pourquoi finalement aujourd'hui l'État, hein, tout simplement parce que l'État est le principal acteur de ce développement de Paris-Saclay, a décidé de s'implanter ici pour y mettre son technopôle et pas au milieu de nulle part. On est juste à côté de Paris. Et voilà pourquoi aujourd'hui on a fait des efforts considérables pour relier les deux. Donc j'espère avoir été clair. Alors après donc avoir vu l'étude de cas, eh bien on va pouvoir faire la transition sur le cours plus global en restant toujours dans notre grand A, donc on va rester sur le côté industriel et en se posant cette question quand même, faut faire sens, faut qu'il y ait un lien. C'est pourquoi on a étudié Paris-Saclay pour parler de l'industrie française. Et vous allez voir que la réponse n'est pas si évidente. En fait ici, tout simplement, vous allez voir que Paris-Saclay est un très bon exemple des mutations opérées par l'industrie française ces dernières années. Non pas que le site de Paris-Saclay se soit transformé, mais aujourd'hui c'est à Paris-Saclay qu'on investit dans l'industrie, alors que ce n'a pas forcément toujours été le cas, bien au contraire comme on a pu le voir en histoire. Bref, ce qu'on va retenir sur l'industrie française, c'est que sa place justement dans notre économie, dans la richesse du pays, a fortement diminué depuis les années 1970. Bon, pour faire simple, jusque dans les années 70, la France était une puissance industrielle. D'accord? Alors on est toujours une puissance industrielle, mais ça a bien changé. Les chiffres sont là pour en attester. Aujourd'hui, l'industrie en France, c'est moins de 12% des emplois. Autant dire, bah, plus grand-chose. D'accord? Donc ici, alors comment ça se fait ça occupe si peu d'emplois l'industrie? Eh bien, tout simplement, on pourrait se dire, ça peut être lié, et c'est lié en partie à ce qu'on va voir, à des gains de productivité. C'est-à-dire que voilà, les machines produisent plus facilement, sont plus autonomes, la robotisation est passée par là. Donc du coup, on a besoin de moins d'emplois, tout simplement. Et en gros, pour faire simple, les robots remplacent les hommes. Ok. Sauf que ça ne suffit pas comme explication. Quand on voit ce deuxième chiffre, d'accord, que j'ai été chercher, hein, c'est les chiffres de votre manuel, hein, vous avez toute une page sur l'industrie française. Euh, l'industrie, ce n'est aussi plus que 12,5% de la richesse nationale. Donc là aussi, des chiffres qui sont aujourd'hui relativement bas, beaucoup plus bas, par exemple, que ce qu'on a pu voir en histoire au 19e siècle sur la révolution industrielle. Donc là, d'un seul coup, va se poser la question, ça ne peut pas être que des gains de productivité, puisque dans ce cas-là, il y aurait moins d'emplois, mais la part de la richesse nationale serait toujours très importante, ce qui n'est pas le cas. Donc ici, en fait, va se poser le problème qu'on a déjà vu dans le chapitre précédent, et ça touche tous les pays développés. Eh bien, c'est la moindre compétitivité de l'industrie en Europe, dans les pays développés, face aux pays émergents, face aux pays en développement, ce qui a entraîné énormément de délocalisation. Voilà pourquoi les emplois ont baissé, voilà pourquoi il n'y a plus beaucoup d'industrie en France. Et justement, ici une petite image pour illustrer, des régions flamboyantes de l'industrie au 19e siècle, hein, qu'on a pu voir ensemble toujours en histoire, et bien aujourd'hui, souvent l'industrie, on associe plutôt ça en France à ces friches qu'on va retrouver un petit peu partout. Ici, par exemple, vous voyez, c'est dans les Vosges. D'accord? Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que voilà, on a vraiment un déclin industriel et Flers aussi est un bon exemple, hein. Il suffit de se balader autour de Flers et on trouve énormément de friches industrielles, des industries qui ont fermé faute de compétitivité pour des raisons de délocalisation et qui n'ont pas été remplacées par d'autres industries. Donc,
Ici, pourtant, j'associe ça ici, c'est pareil, c'est une image prise dans votre manuel. On a ici pourtant des industries françaises qui restent extrêmement compétitives. On a de grandes firmes transnationales dédiées à l'industrie. Ici, vous avez l'exemple de Dacia, donc du groupe Renault, qui est un des leaders mondiaux de l'automobile. Eh bien, pourtant, c'est ça qui est là, j'espère que vous commencez à vous dire, il y a quand même une contradiction. On a de grandes entreprises industrielles très performantes, et pourtant la part de l'industrie en France ne fait que baisser. Et bien, tout simplement, ici, c'est ce que je vais vous expliquer en fait en quelques idées. Euh, je vous donne d'autres exemples, hein, d'accord? La France possède donc de grandes firmes transnationales industrielles. Je vous ai parlé de Renault, mais j'aurais pu dire PSA, Alstom, L'Oréal, Airbus, Michelin, et encore beaucoup d'autres. Mais ici, ces FTN ont souvent délocalisé une grande partie de leur activité avec la NDIT. L'exemple ici, la photo justement que je vous ai montré, eh bien c'était à Tanger au Maroc, où Dacia avait produit 1 million de véhicules. Donc vous voyez, en fait finalement, oui, la part, ça reste une entreprise française, mais la plupart des richesses créées par cette entreprise française sont faites à l'étranger. Voilà pourquoi la part de l'industrie en France est si faible. On va commencer à venir un petit peu contrebalancer tout ça avec ce document, une nouvelle fois issu de votre manuel. Et vous voyez, donc, on a nettement ici, quand même, sur les 10 dernières années, on peut constater une tendance à cette désindustrialisation aurait peut-être tendance à se ralentir. En tout cas, le déclin a freiné. Comme vous voyez, le nombre de fermetures d'usines a sérieusement baissé. Alors c'est aussi peut-être parce qu'il y a de moins en moins d'usines, mais quand même, d'accord? Pas forcément. Donc on a vraiment une inversion. Les choses sont en train de changer en France. On a des ouvertures d'usines qui restent stables, vous voyez, alors un peu en légère baisse bien sûr, mais c'est surtout, on a stoppé le déclin de la désindustrialisation. Et comment on a fait ça? Tout simplement, et là j'en arrive à la fin, donc un peu plus de choses à noter, vous pourrez mettre pause, etc. Bah, tout simplement parce que l'industrie, et là l'exemple de Paris-Saclay prend tout son sens, est en pleine reconversion. L'industrie française est en train de monter en gamme, c'est-à-dire qu'on n'est plus en fait dans le quantitatif, on va être dans le qualitatif. Et ça, c'est passé donc par l'innovation, ce fameux technopôle de Paris-Saclay, mais il y en a plein d'autres en France, et on en reverra plus tard, qui sont là pour le prouver, d'accord? Donc la France, aujourd'hui, pour son industrie, mise sur l'innovation. Alors l'innovation, petite définition quand même, pour terminer, donc, et pour la France, en tout cas, c'est l'un des principaux moyens pour acquérir un avantage compétitif en répondant aux besoins du marché. La France aujourd'hui n'est plus capable de s'aligner en fait sur les prix de l'industrie dans d'autres pays en développement, comme on l'a déjà dit. Donc ici, là où la France doit faire mieux, c'est en proposant des nouveautés sur lesquelles elle pourra avoir des prix plus élevés et donc en fait finalement rester compétitive. Je vous en avais déjà parlé, mais par exemple ici, je vais prendre l'exemple d'Apple et de son fameux iPhone. Dans l'iPhone, il y a la fameuse technologie Face ID. Eh bien, c'est dans la banlieue caennaise que ça a été mis en place. C'est une technologie coûteuse, mais comme c'est une grande innovation, eh bien, Apple n'a pas hésité à l'intégrer à son téléphone, quitte à vendre son téléphone plus cher, parce que derrière, les gens sont prêts forcément à mettre un peu plus pour avoir ce genre de technologie. C'est bien là le rôle de l'innovation, d'accord? Donc, c'est ce que je vous explique enfin. Innover, c'est créer de nouveaux produits, développer des produits existants, mais aussi, et ça aussi c'est important, optimiser son système de production, adopter les dernières technologies issues de la recherche, etc. Donc, j'espère ici avoir été clair sur ce basculement de l'industrie française, cette sidérurgie, ce textile qu'on a vu ensemble au 19e siècle, qui aujourd'hui euh, ne sont plus compétitifs en France et qui ont fermé. Et donc du coup, l'industrie en France aujourd'hui, elle mise tout sur l'innovation. Voilà pourquoi ont vu le jour des technopoles comme celui de Paris-Saclay, qui va rendre l'industrie française plus compétitive et qui va être capable de rivaliser sur des produits à haute, très haute valeur ajoutée. Donc on va s'arrêter là sur cette vidéo. Je vous laisse prendre tout ça en note. Il va donc y avoir une deuxième vidéo sûrement demain
D'accord? Pour la suite, on va parler des secteurs cette fois-ci primaires et tertiaires, c'est-à-dire en gros l'agriculture et les services, pour voir comment tout ceci a évolué en France. On aura fini notre grand 1 et donc on pourra ensuite reprendre en présentiel si tout va bien. Je n'hésitez pas, pareil, hein, vous avez pris tout ça en note normalement, intégrez ça à votre cours. Si vous avez la moindre question, il y a un trou, quelque chose qui manque, etc. Et ben vous le notez et on reparle de tout ça quand on se voit. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite.